Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Jean-Hugues Ambodo. Ce soir, nous ouvrons un débat autour d'accusations particulièrement graves qui touchent aux relations entre l'Afrique et les grandes puissances. La Russie accuse la France de planifier l'élimination physique de dirigeants africains jugés indésirables. Selon un rapport attribué au service de renseignement russe, le président français Emmanuel Macron aurait autorisé à ses services secrets de mettre en œuvre un plan visant à neutraliser certains chefs d'État africains dans un contexte de recul de l'influence française sur le continent. Des allégations qui, si elles sont avérées, pourraient avoir des conséquences majeures sur les équilibres diplomatiques, sécuritaires et politiques en Afrique. Il faut entre autres noter que ces accusations interviennent dans un climat déjà tendu récemment au Niger après une attaque contre l'aéroport international de Niamey. Le président Abdourahmane Tiani a directement mis en cause la France ainsi que certains dirigeants africains, les accusant d'avoir soutenu l'assaut sans présenter à ce stade de preuves. Ces déclarations ont d'ailleurs provoqué de vives réactions diplomatiques dans la région et relancé le débat sur les ingérences étrangères et les tentatives de déstabilisation. Ce soir, en compagnie de nos experts, nous analysons l'origine de ces accusations, leur inscription dans le contexte géopolitique actuel et bien sûr ce qu'elles signifient pour la sécurité, la souveraineté et la capacité des États africains à défendre leurs intérêts. Nous recevons à cet effet sur ce plateau le général Issa Diawara, analyste politique. Général, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir à tous vos invités. Et merci pour cet honneur que vous me faites de m'inviter sur ces sujets très précis. Merci pour votre disponibilité, cher général. Nous recevons également à votre compagnie sur ce plateau Linda Larbaoui. Linda Larbaoui, vous êtes également analyste politique. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir. Bonsoir, le plaisir est partagé. Bonsoir à tous nos téléspectateurs, à votre équipe et je vous remercie de m'avoir invité. Avec vous, chères dames et chers messieurs, entrer directement dans le vif de cette réflexion. Alors, la Russie, les services secrets russes qui accusent la France de planifier l'élimination physique de dirigeants africains qui aujourd'hui sont jugés indésirables par Paris. Sur quoi, selon vous, reposent ces accusations contre la France? Je commence par vous, général Issa Diawara. Merci beaucoup. Moi, je ne parle même pas d'accusation. Je parle peut-être d'un fait qui a été dit il y a plusieurs fois. Je parle d'une confirmation. Parce que ce n'est pas la première fois que la jeune Française essaie de déstabiliser les pays de l'AES. Et ça, ce n'est caché de personne. Avant que les services de renseignement RIS, SVR, n'en parlent, que nous saluons peut-être au passage pour ce travail, il faudrait se référer à la plainte du Mali au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, c'est un organe habilité pour trancher de telles questions. Le Mali a porté plainte, et ça fait longtemps, contre la France, et le Mali a demandé à plusieurs reprises qu'il y ait un débat entre Maliens et Français autour de la question pour montrer aux yeux du monde. Et nous savons que la France actuelle n'aime pas autant les dirigeants maliens pour nous empêcher de nous faire humilier si ce que nous disions n'était pas vrai. Donc le Mali a avancé cela. Jusqu'à présent, nous avons attendu les débats en vain. Les débats n'est jamais arrivé. Passé cela, le général Abdourahmane Tiani, en personne, il a dit, il a fait des révélations à plusieurs reprises. Et il est même allé jusqu'à citer des endroits où le matériel aurait été livré à des groupes armés terroristes en territoire du Nigeria, dans le bassin du lac Tchad, à plusieurs reprises, et surtout au niveau du parc W en territoire béninois. Et jusque-là, il n'y a pas eu de démenti formel. Et le général Abdourahmane Tiani, tout comme les pays de l'Est, ont d'ailleurs proposé à travers le Niger, s'ils sont prêts, s'ils sont ouverts à permettre une enquête ensemble. C'est-à-dire si vous niez qu'il n'y a pas de terreaux entretenus quelque part dans le parc W, on peut mener tout simplement une enquête conjointe, une commission conjointe entre pays voisins et autres pour élever tout équivoque dans ce sens. En troisième lieu, c'est son Excellence le président Ibrahim Traoré, actuel président en exercice de la Confédération AES, qui en a parlé plusieurs fois. N'oubliez même pas, ici au Mali, il a parlé de l'hiver noir. Et l'hiver noir, là, c'est ça. Ce sont les prémices de ce qui se prépare, ce que nous venons de voir, cette agression de l'aéroport international Amani Djori de Niamey. Et son Excellence le général Assimi Goïta, aussi en langue bambara,
l'a dit en plusieurs reprises pour nous qui comprenons Bambara, et même certains officiels du Mali ont eu à le dire en français, notamment notre ministère des Affaires étrangères. Donc, il y a beaucoup de preuves. Ça fait longtemps que les pays de l'Est sont en train de dénoncer cette situation, cette ingérence. Et ça viole toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui, à l'aube des attentats du 11 septembre 2001, avait ordonné, avait exhorté tous les pays membres des Nations Unies de bloquer tout financement des groupes armés terroristes. Mais là, c'est à quoi nous assistons. Les pays de l'Est ne sont pas des pays côtiers. C'est-à-dire ce ne sont pas des pays qui ont du littoral. Les terreaux aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai dit, l'ancien ministre du président Laurent Gbagbo, Mamadou Koulibaly, j'ai vu une note publiée à son nom, qui dit A plus B que pour acheter certaines armes, il faut ce qu'on appelle le KIF. C'est un certificat qui autorise uniquement les pays qui doivent utiliser des armes de guerre à acheter ces armes. Mais les terreaux, en attaquant l'aéroport de Niamey, ils ont utilisé des drones kamikazes. Vous allez vous dire, et ce n'est pas celui qu'on vous présente comme un simple terreau à bord d'une moto qui va se prendre seulement de sa moto, mais de son arme qui ne coûte pas moins de 800 €. Ensuite, qui va se procurer d'un drone, en plus un drone kamikaze. Mais où est-ce qu'il va se détourner ça? Et qui va bénéficier des renseignements et savoir qu'est-ce qui se trouve à quel endroit de l'aéroport international Amani Diori. Il faut quelqu'un qui a occupé cet aéroport. Et là, on a enregistré la présence des forces françaises au niveau de l'aéroport Amani Diori. C'est pas suffisant. Il y a des plaintes des pays de l'Est contre la junte française. En l'occurrence, la plainte portée par le Mali. Si la France n'est pas d'accord, qu'elle accepte qu'on aille se confronter à ce niveau. Il y a eu plusieurs dires de tous les présidents de l'AES, de nos ministres des Affaires étrangères et autres autorités de l'AES. Mais si la France n'est pas d'accord, elle peut se frotter tout simplement, se confronter au débat pour qu'on essaye d'étaler les preuves. Jusque-là, il y a eu beaucoup de preuves. Et dites-vous, pour terminer, quel est le média au monde qui fait aujourd'hui le plus de communication des actions des groupes terroristes? C'est France 24, c'est RFI et c'est même Jeune Afrique. Où se trouvent ces médias? C'est des médias qui sont en France. Et pour France 24 et RFI, c'est des médias de France Média Monde, subventionnés par l'État français. Des médias qui relèvent du ministère des Affaires étrangères. Un fameux Wassim Nasr, un fameux Serge Daniel sont connus pour diffuser en longueur de journée la propagande des actions terroristes contre les pays de l'AES. Demandez-vous si la France n'a rien à se reprocher. Pourquoi ce sont ces médias qui sont au service des terroristes? Et pour preuve, et terminé par là, Youssef Al-Nabi Obeida, le citoyen algérien à la tête d'AQMI fait partie de ce qu'on appelle GENIM. C'est AQMI fait partie du GENIM et Obeida a été interviewé par qui? Par France Média, par France 24. Or, il est dit, c'est formel, ne pas faire l'apologie du terrorisme. Que gagnent les médias français à interviewer des terroristes qui sont en train d'endeuiller les populations africaines? Est-ce les Américains allaient-ils accepter que des médias français puissent interviewer Osama Ben Laden? La question, elle est posée. Merci. Général Issa Diawara. Alors, Linda Larbaoui, je vais me retourner vers vous. Le général Issa Diawara vient de présenter, selon lui, une série de faits qui pourraient être considérés comme des preuves, justement, de ce que la France planifie effectivement, ce dont la Russie l'accuse aujourd'hui. Vous, Linda Larbaoui, pouvez-vous peut-on affirmer à ce stade que, ou alors peut-on penser que la Russie dispose à ce stade d'éléments au-delà de ce que vient justement de citer le général Issa Diawara pour accuser ou alors pour soutenir une accusation aussi grave à l'endroit de la France? Écoutez, il faut remonter un petit peu l'histoire. Qui a fait la grandeur de la France? La France a échoué dans son empire colonial en Amérique. Ça, c'est un point. Et la France a réussi son empire colonial par l'Afrique. Elle a commencé par l'Algérie et puis elle est descendue et elle a pris possession d'une bonne partie de l'Afrique et à partir de là, elle est arrivée en Asie. Donc, nous sommes face à un lobby français pro-colonialisme
qui a envie de réinvestir l'Afrique, tout simplement. Ce n'est pas les pays de la AES qui sont ciblés, ou l'Algérie, ou le Maroc, c'est toute l'Afrique qui est ciblée. L'Afrique, c'est la poule aux œufs d'or des Européens. Ils ont construit leur hégémonie, leur richesse et leur modernisme à travers l'Afrique, à commencer par l'esclavage. Ça, il faut pas l'oublier non plus. Quand on voit dans les Caraïbes, les territoires français, ils ont exterminé la population locale amérindienne et ils sont venus en Afrique chercher de la main-d'œuvre gratuite, et c'est des esclaves qu'on retrouve. Ils ont pillé l'Afrique d'abord par les êtres humains avant d'arriver au pétrole, à l'or, à l'uranium et tout ce qu'on connaît comme richesse africaine. Aujourd'hui, nous sommes face à ce lobby. La France est partagée en deux. Je vis en France et je vois, il y a le clan de certaines personnes, les anciens gaullistes, tout ça, qui ont envie de rétablir la relation avec l'Afrique en travaillant gagnant-gagnant, parce qu'ils ont compris que l'esprit africain, et je parle des peuples, l'esprit africain n'est plus d'accord pour accepter ce que les aïeuls ont accepté, parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils étaient faibles, parce qu'ils n'avaient pas d'armes et il n'y avait pas les médias intermédiaires. Ben, il y a une autre France, tout ce lobby là de Bolloré, de Bouygues, de Dassault, qui veut réinvestir l'Afrique. C'est à ça que nous sommes confrontés aujourd'hui, et ce lobby est très puissant. C'est lui qui possède les médias et qui fait la pluie et le beau temps en France et même en Europe, puisque l'extrême droite est en train d'avancer partout en Europe. Donc, ce n'est pas les pays de la AES uniquement qui sont ciblés, c'est nous tous qui sommes ciblés. Le malheur de l'Afrique, ce n'est pas les Occidentaux. Le malheur de l'Afrique, c'est les ondocolons. Moi, je connais des gens qui ont vendu leur âme parce qu'on leur a promis un visa pour aller au Canada. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec le clan émirati pour justement espionner, et malheureusement, ils se font passer pour des panafricanistes. Nous sommes infiltrés. Depuis le début de la colonisation, la France joue avec quoi? Cette France profonde, cette France coloniale, elle joue avec le diviser pour mieux régner. Et puis avec l'argent, puisque nous avons des ondocolons qui se vendent pour un visa aujourd'hui. Et comme je donnerai un exemple, un Algérien, Emir DZ, qui a fait toute cette émission qui est passée contre l'Algérie. Mais les Emir DZ, on en a combien en Afrique? Eh bien, il y a un paquet. Donc notre problème, c'est pas la France coloniale, nous la connaissons, nous le savons. Notre problème, il vient de l'intérieur. C'est cela qu'il faut démasquer. C'est ceux-là qui attaquent des panafricanistes et qui ouvrent des chaînes juste pour insulter tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont véritablement là pour que l'Afrique retrouve sa souveraineté. Donc, dans tout ça, il y a ce lobby qui ne veut pas lâcher l'affaire et qui a compris que la Méditerranée, en réalité, c'est un lac. Il y a la proximité de l'Algérie vers la France. Ségolène Royal, elle vient de confirmer ce que je dis depuis 5 ans. Et pour réinvestir l'Afrique, il faut passer par l'Algérie, et comme ça s'est déjà produit dans le passé. Donc l'Algérie est ciblée plus que le reste. Tout ce que nous voyons là, des gens qui attaquent l'Algérie, parce que l'Algérie, par sa proximité, par son armée qui est très solide, et par aussi son alliance. L'Algérie, c'est l'allié stratégique de la Russie. La Russie aujourd'hui dérange. La Russie, elle a une armée qui est en train de combattre carrément l'OTAN et les amis de l'OTAN. La Russie, c'est des services secrets très puissants. Et c'est cette armée qui a formé l'armée algérienne, et c'est ces services qui ont formé aussi. J'entends bien, effectivement. Aujourd'hui, la Russie est effectivement un allié stratégique de l'Algérie. On entend bien également lorsque vous dites que ce ne sont pas que les pays de l'AES qui sont ciblés aujourd'hui par l'État français. Je voudrais quand même tout de même qu'on revienne à cette question.
Pensez-vous alors que la Russie aujourd'hui, alliée stratégique de l'Algérie et alliée de poids de bon nombre de pays aujourd'hui, notamment ceux de l'AES, disposerait d'éléments au-delà de ceux déjà présentés par le général Issa Diawara et peut-être par les États de l'AES pour soutenir une accusation aussi grave à l'encontre de la France? Eh ben, les arrestations qu'il y a eu au Mali en dernier lieu, fin de l'année, il y a eu 2 généraux qui sont impliqués justement avec les services secrets français. Mais tout ça, c'est Aviapro, le journal russe, qui a donné cette information. Donc, cette équipe qui a été arrêtée au Mali, c'est les Russes qui ont donné les éléments. Et donc les Russes, ils ont des éléments. Mais quand je reviens là où vous m'avez arrêté, j'allais parler de l'opération Safari Club que j'ai dévoilée sur les chaînes panafricanistes. Cette opération-là qui a coûté 128 milliards de dollars, c'était pour en finir avec les soviétiques sur sur le continent africain. Et cette opération a réussi. Aujourd'hui, la Russie est revenue. Et c'est ce que les Occidentaux ne veulent pas, puisque quand on regarde ce que la France a fait dans ce qu'ils appellent leur précaré, eh ben, les armées sont très faibles et c'était une politique menée pour ne pas avoir des armées solides. Et c'est pour cela que j'ai parlé de l'Algérie. L'Algérie, quand on voit qu'elle est restée alliée à l'héritier, donc à la Russie, eh ben, regardez l'armée algérienne. Et c'est ce que la France ne veut pas voir sur le continent. Cette alliance de l'armée russe qui est puissante à tous les niveaux, se repositionner en Afrique en tant qu'allié, qu'un allié qui, je dirais, fiable. Et ben cet allié fiable, la France veut l'empêcher de continuer à travailler avec les pays de l'Afrique, notamment les pays de la AES, puisqu'il y a déjà un exemple, c'est l'armée algérienne. Voilà ce que le véritable conflit, c'est que les Français, dans l'opération Safari Club, ils ont joué un rôle très important et c'est les Américains et les Israéliens, à travers Kissinger, avaient mis cette opération en place. Mais aujourd'hui, les Russes reviennent et aujourd'hui, les Russes, ils donnent des informations. Ils ont des accords avec les pays de la AES, voire même d'autres pays. Il y a aussi l'Afrique du Sud. Il faut pas négliger le rôle de l'Afrique du Sud puisque c'est un pays des BRICS, donc c'est un pays qui est proche de la Russie également. C'est pour cela que les Russes, ils travaillent quand même sur le continent africain pour essayer d'être efficaces dans l'information, mais aussi dans la formation des armées avec qui ils ont des contrats. Il y a une dernière nouvelle qui est tombée il y a il y a très peu de temps, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud à Paris, eh ben, il s'est jeté du 2e étage, mais il s'est avéré qu'il y a eu un kidnapping. Donc, dans tout ça, voilà, on retrouve la France, on retrouve un ambassadeur africain, et puis d'un pays des BRICS. Donc, c'est pour ça que je dis également que tout l'Afrique est ciblé, puisque les Américains, ils veulent aussi jouer un rôle. Il y a la Chine qui est là, c'est le premier investisseur sur le continent, mais dans tous ces pays-là. Et puis, il y a aussi le Commonwealth, il y a les Britanniques, mais dans tous ces pays, c'est plus la Russie qui est ciblée parce que la Russie, elle, forme des armées et elle donne le moyen aux Africains de se défendre face à ce colonialisme des pays occidentaux en réalité. Donc pour moi, oui, la Russie est crédible dans ce qu'elle annonce et la Russie est crédible dans ses dossiers. Ce sont des renseignements très forts, un service très compétent et très fort, et heureusement d'ailleurs, et puis une armée aussi qui est très forte.
Ah bah oui, Général Issa Diawara, je reviens vers vous à présent avec une toute autre question. On va remarquer quand même dans le timing que cette accusation, je le disais déjà à l'introduction de cette réflexion, vient juste après des accusations récentes de la part du général Abdourahmane Tiani qui accusait directement la France, bien évidemment. Bien avant ces accusations, il y a eu d'autres accusations, notamment d'Ibrahim Traoré, notamment du Mali, qui accusait également la France de tentatives de déstabilisation. Ces accusations viennent donc faire écho à ces propos déjà tenus par ces dirigeants africains, et ce, depuis ces 3 dernières années. Est-ce une simple coïncidence selon vous, Général Diawara? Pas une simple coïncidence. Et d'ailleurs, pour rebondir un peu même à la dernière question que vous avez posée à la sœur Linda, si la Russie disposait des éléments, je dois je dois préciser certaines choses. L'embuscade de Tenzawaten contre les forces armées du Mali, il y avait bel et bien des militaires russes qui étaient au combat. Donc depuis là, la Russie sait qui a fait quoi, quel était l'équipement de ces gens. Ils étaient là, ils étaient avec nous. Ce sont nos partenaires sur le terrain. Pas que nos partenaires comme ça, théoriquement. Et nous combattons ensemble. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé au Niger, parce que c'est à la suite de cela que le général Abdourahmane Tiani s'est prononcé. Et il a dit publiquement, les militaires russes ont bel et bien aidé l'armée nigérienne, les forces de l'AES, les armées de l'AES, à repousser cette attaque. Et n'oubliez pas, pour une fois, il y a une réaction très rapide. On n'a pas mis plus de 20 minutes avant de réagir. Et ça, ce n'est pas donné à toutes les armées. Regardez à quelle heure ces gens ont essayé de nous surprendre. Et n'oubliez pas que l'attaque a été orchestrée par des gens qui ont contrôlé longtemps l'aéroport à Manidjori et qui connaissent tous les coins et les recoins de cet aéroport. Donc, il y avait des militaires russes qui étaient au combat. Et de l'autre côté, vous avez vu le corps des mercenaires de la jeune française qui est tombé. Et ce n'est caché de personne. On dit un militaire qui a été expulsé du Niger et qui s'était retrouvé du côté d'Abidjan. Donc, quand vous retrouvez un corps comme ça dans le combat, maintenant, ça reste à confirmer. Est-ce que cela est authentique ou pas? Mais pour le moment, ce sont les informations que nous avons vues circuler largement sur les médias. Et nous sommes en train de confirmer. Et si vous avez le corps des mercenaires français qui tombe comme ça, ce n'est pas encore un jeu du hasard. Et quand les Russes le disent, allez même sur le volet diplomatique. Une fois le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, son Excellence Sergei Lavrov, avait laissé entendre qu'ils avaient été approchés d'une manière, ce que j'ai compris, d'une manière par certaines autorités françaises pour essayer d'avoir intérêt d'entente, une façon de dire, nous, on peut monnayer notre soutien à Zelensky si vous acceptez d'abandonner l'Afrique. Ils ont dit, les Russes sont respectueux des souverainetés des peuples et n'entrent pas dans ces jeux. Et autre élément encore, vous savez qu'il y a eu beaucoup de drones que nous avons saisis ici au combat, beaucoup de drones, parce que nous savons aujourd'hui mener une guerre électronique. C'est pas gratuit quand ils font leur classement et disent ah les Mali c'est deuxième puissance militaire en Afrique de l'Ouest. Non, ils se trompent. Si c'est pas en termes d'effectifs, le Nigeria en termes de matériel haute, c'est notre débat qu'on peut, voilà, on pourra asseoir un débat uniquement pour ça. Et nous avons beaucoup de drones, nous avons saisi des drones entre les mains de ces gens. Généralement, quand vous regardez les pays qui disent être devant en première ligne, ceux qui se font appeler les volontaires pour aider l'Ukraine, Zelensky, vous avez la France, c'est à l'initiative de la France. Donc, l'aide militaire prétendue qu'on donne à l'Ukraine, une partie de cette aide est détournée pour venir combattre les pays de l'AES. C'est pourquoi je comprends quand la sœur Linda dit que c'est toute l'Afrique qui est dans leur viseur, effectivement. Mais seulement actuellement, en 2026, de 2020 à 2026, nous sommes ciblés de façon différente. Le Mali aujourd'hui connaît des citernes qui sont attaquées. Je ne connais pas un pays en Afrique qui voit des camions citernes attaqués un peu partout et un pays en Afrique qui serait obligé d'escorter chaque camion citerne qui passe. Et où on essaie d'enlever des partenaires, des Chinois et autres, où on essaie de faire d'incendier les unités industrielles. Voici entre autres les pratiques de la jeune française pour pousser à un changement de régime, espérant soulever les populations maliennes. Mais au contraire, ils ont soudé les populations autour de nos autorités. C'est ce qui se passe. Si vous avez suivi la sortie du général Tchani sur le terrain, il a été ovationné même par le peuple du Niger. Et en pleine crise du carburant, provoquée pour pousser à un renversement des régimes au Mali. On a vu quand le président, son excellence Assimi Goïta, était sorti pour aller poser la pierre d'un projet de 15 hôpitaux
et qui doivent être construits sur le budget national du Mali, les populations qui attendaient, qui faisaient la queue au niveau des stations, tous ils sont retournés, ont commencé à ovationner, applaudir, acclamer le président Assimi Goïta pour dire nous avons compris pourquoi on nous fait subir ça. C'est pour révolter la population contre vous. C'est un peu le même logiciel qui est utilisé contre différentes populations de l'Est. Ce sont les peuples qui sont ciblés directement, espérant soulever les populations. Et quand vous dites, pour revenir à votre question, que ça fait quand même de trop que les gens sont en train d'en parler, mais c'est nous qui nous en souffrons en première ligne. Nous savons qu'ils vivent sous les pays africains. Simple preuve, la France continue d'imprimer une monnaie coloniale pour plus de 14 pays africains, si on ajoutait les Comores. Nous savons que la jeune française continue d'imposer certains l'armée. Nous savons que la jeune française a eu une partie de l'armée béninoise pour imposer M. Patrice Talon au pouvoir. Et nous savons que la même jeune française a révisé de bombarder, si tel était le cas, l'armée de Guinée-Bissau qui était en train de prendre le pouvoir. Et nous savons aujourd'hui, dans ce que révèlent les services de renseignement RIS de la Fédération de Russie, leurs services extérieurs, il y a aussi la République centrafricaine, il y a ce qu'on appelle les Madagascar qui sont dans le viseur. Et en République centrafricaine, il est question de mettre là-bas un chaos. Et puis le chaos, ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, quand ils enlevaient le président Bokassa, c'était un chaos qu'ils avaient mis. C'était des noms que le président André Kolimba, le général André Kolimba, qui était en Europe là-bas un moment, était président, d'accord, mais le vrai pouvoir, c'était entre les mains d'un officier de la DGC. N'oubliez pas aussi, quand Ange Félix Patassé, qui a été élu, mais ils avaient tout fait pour l'embêter parce qu'il s'approchait des Libyens. Il a été embêté jusqu'à le renverser. Il a été renversé par Bozizé, lui-même qui a connu aussi les chaos. Il a été sérieusement embêté, Bozizé. Amené Djotodia, et cette histoire d'anti-Balaka, c'est le chaos qui a été entretenu par la jeune française. Mais la question c'est quoi? C'est jusqu'à la jeune française va continuer de vouloir nous embêter. Parce qu'il y a des chiffres qui parlent. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi un documentaire où on disait les revenus annuels des citoyens européens pour la France étaient au-dessous. C'est-à-dire au-dessous, n'atteignait pas la moyenne au niveau européen. Et que la France, qui il y a 5 à 10 ans de cela, dépassait l'Italie d'à peu près 20 points, aujourd'hui il n'y a que 0,5% d'écart. La France qui dépassait, il y a 20 ans de cela, 2 décennies de cela, la Pologne, de 60% des revenus annuels par habitant, se retrouve aujourd'hui rien qu'à 20% de la Pologne. Donc la France est distancée et aujourd'hui fait partie des pays européens de la seconde zone. Et tout ça, c'est durant les 5 dernières années. Et les 5 dernières années, ça coïncide avec l'arrivée au pouvoir de son excellence Assimi Goïta, même si c'était d'abord Bandao, en 2020. Et ça fait 5 ans jour pour jour. Donc à moins de 5 ans, ils sont retombés très bas. Leur dette est devenue presque excessive. C'est un pays qui est presque en décadence. Et Emmanuel Macron l'a dit. Vous allez retrouver ça dans son discours face aux ambassadeurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Il invite les entrepreneurs français qui ont faim à revenir en Afrique. Il dit ceux qui ont très faim. Je dis si vous avez très faim, vous n'allez pas bouffer les Africains. Nous aussi ici, les Africains, nous avons faim de la libération. Nous avons soif du développement. Nous aussi, nous savons dorénavant comment profiter des ressources stratégiques de l'Afrique. Nous n'allons pas nous laisser dévorer aussi facilement. Parce que lui-même, Macron l'a dit, qu'il y a des herbivores et des omnivores. Et qu'il faudrait être omnivore, des carnivores omnivores. Je dis, nous autres, nous ne resterons pas herbivores si c'est pour cela que vous invitez vos entrepreneurs qui ont très faim. Oui, effectivement, ça commence à faire des trop. Parce que le même Emmanuel Macron, je ne sais pas, qui impose les relations France-Afrique, c'est soutenir les dictateurs. Regardez tous les présidents qui sont soutenus par Emmanuel Macron. Certains sont à leur 4e mandat, certains sont à leur combienième mandat. Regardez les relations entre Emmanuel Macron et ces gens. Des gens qui massacrent leur population rien uniquement pour être réélus. Donc Emmanuel Macron, qui d'ailleurs a dit dans ce monde, qui résume ce monde en une jungle, et lui qui a cette idée de carnivore, d'herbivore, il résume ce monde en une jungle. Il dit quoi? Emmanuel Macron. Parce que c'est dans la jungle que les carnivores bouffent facilement les herbivores. Pas dans la vie domestique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans ce monde, pour être libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être fort. Il faut être puissant. Donc celui qui travaille à être fort et puissant, nous aussi,
nous travaillons à être forts et puissants. Ils nous imposent cette guerre. Nos armées viennent de loin. Pour des armées qui n'avaient même pas de vecteurs aériens. Aujourd'hui, ils sont en train de voir, malgré les attaques, d'attribuer un certain classement. Et nous savons que nous méritons mieux, car c'est un magazine qui appartient aux impérialistes. Nous n'avons pas besoin de classement de quelqu'un. C'est sur le terrain que les choses sont en train de se dire. Même hier, nous avons neutralisé beaucoup de terreaux. C'est pourquoi ils avaient ciblé les vecteurs aériens du Niger au niveau de l'aéroport international Amani Djouri de Niamey. Mais peine perdue, les pays de l'Est, c'est la guerre et puis la guerre continue. Merci. Faut-il lire ces déclarations dans ce contexte après, bien sûr, tout ce qui est dit autour justement de ces accusations, tout ce qui est dit autour du rôle de la France dans la déstabilisation de ces États? Comment lire les déclarations du général Abdourahmane Tiani qui a ouvertement accusé la France, a ouvertement mis à cause la France? Jusqu'ici, il faut quand même remarquer que même si la France était évoquée, les chefs d'État globalisait plus, indexait beaucoup plus des forces étrangères, des forces extérieures. Mais là, le général Tiani, il a mis directement en cause la France. Comment lire ces déclarations dans ce contexte, Lidna Labaoui? La France est divisée actuellement. Réellement, moi je vis en France et je suis la vie politique. Il y a une division, il y a une France qui a envie de rétablir son passé et de tourner la page du colonialisme. Mais il y a tous ces clans, tout ce lobby français j'ai cité le nom de Bolloré tout à l'heure, mais il n'y a pas que Bolloré, qui veulent continuer à profiter. Il faut quand même que je donne des chiffres. Bolloré, par exemple, de tout ce qu'il payait, l'État français avait juste 20% et 80% lui revenait à lui personnellement. Donc ce lobby a fait très très fort en France. Il utilise même l'armée française à ses propres profits. Après, il y a un deuxième volet, c'est que depuis Sarkozy, la France est retournée dans l'OTAN. Donc, quand on accuse l'armée française, on peut accuser avec l'OTAN. C'est pour cela aussi que j'ai rappelé que la Russie est en train de faire la guerre à l'OTAN carrément et les amis de l'OTAN. Ça aussi, c'est un point très fort. Tiani a cité des noms. Il n'a pas cité des États. C'est ça qui est important. Donc, il y a des gens intègres dans ces États-là. On ne peut pas impliquer le peuple, par exemple, le peuple ou même tous les politiciens du Bénin ou de la Côte d'Ivoire. Il y a bien des gens intègres là-dedans. Même au niveau de la France, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. On a vu des manifestations, beaucoup de manifestations contre le projet, ou je dirais même les projets de Macron. Macron travaille les profits de qui? Qui l'a mis au pouvoir? On sait très bien que c'était un employé des Rothschild. Donc là, on retombe encore dans un clan et dans un lobby. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est vrai que l'Afrique est ciblée, mais quand on parle, par exemple, de la Russie, j'ai expliqué tout à l'heure que la Russie donne une force militaire au peuple africain, mais la Chine, c'est plus économique. Il y a une guerre secrète aussi contre les Chinois, c'est pour cela qu'on kidnappe des Chinois. On kidnappe pas des Russes puisque c'est des militaires. Et dans tout ça, on veut empêcher l'Afrique de s'émanciper avec d'autres partenaires. Mais il ne faut pas négliger du tout le rôle des États-Unis dans les agissements de Macron et du clan et du lobby de l'extrême droite pro-sioniste et impérialistes français. Il ne faut pas exclure leur rôle avec les États-Unis. Et c'est ça qui fait que la Russie est ciblée et plus nous avons des accords avec la Russie, je parle de la Russie en tant qu'État fédéral, et plus le pays est ciblé. Ça aussi, il faut bien le comprendre.
À chaque fois qu'il y a un accord supplémentaire avec un État africain, et ben cet État africain devient de plus en plus ciblé. Maintenant, au niveau de la AES, ils ont tourné le dos à la France, ils ont tourné le dos aux États-Unis qui n'étaient pas très très présents. Les États-Unis étaient présents à travers justement leur allié la France. Et aujourd'hui, plus les pays de la AES se rapprochent de la Russie, plus ils sont ciblés. Et puis l'Afrique du Sud aussi par les BRICS, l'Afrique du Sud est ciblée. La Centrafrique, c'est entre deux. La Centrafrique, il y a eu un rapprochement avec et l'AIPAC aux États-Unis, donc le lobby il y a aux États-Unis, et puis également Israël. Donc ça a un petit peu calmé le jeu. Mais les pays qui refusent justement, qui sont dans le véritable souverainisme, ceux-là, ils sont véritablement ciblés. Aujourd'hui, les Russes, on peut compter sur eux puisqu'ils défendent leur emplacement en Afrique. Les Russes veulent commercer avec l'Afrique. Les Russes veulent avoir des intérêts, tout simplement, des intérêts gagnant-gagnant avec l'Afrique. Et c'est cela qui dérange. Les États-Unis ne veulent pas un affrontement direct avec les Russes. On le voit bien. Même en Ukraine, ils se retirent, ils laissent les Européens devant. Et moi, ce que je vois, c'est que les Américains, ils mettent la France devant. Mais à côté de cela, je vais aussi dire une chose, ce n'est pas tous les Américains, puisque même les États-Unis, aujourd'hui, ils sont divisés, ils sont au bord d'une guerre civile. Donc, le clan occidental est en train de s'affaiblir, et puis c'est le clan de ce qui est sud est en train de prendre des forces. Et dans tout ça, là où les Africains doivent faire très très attention, c'est que dans les années 60, les années 70 et même 80, nous avons payé très cher la guerre froide, qui était froide partout dans le monde, sauf en Afrique. Il y a eu les liquidations de chefs d'État, il y a eu beaucoup, et c'est le continent qui a subi le plus de retournement de situation et d'assassinat de chefs d'État, de coups d'État. L'Afrique a payé très très cher. Et quand j'ai parlé de l'opération Safari Club a démarré dans le Sahel. Liad Agrali, depuis 1978, qu'il était déjà dans le Sahel, et il avait été entraîné par Kadhafi, pas par l'Algérie. Donc, le Sahel était ciblé. Et quand on voit la jonction qui va du Sahara occidental en passant par le Sahel arriver au Soudan, ça a toujours été le cas. Les déstabilisations sont venues de là. Et la guerre de Gaza a fait une chose, c'est qu'elle a tout dévoilé et elle a remis le feu en mer Rouge. La domination des Occidentaux sur le monde du Sud, elle commence par la Méditerranée. Là, vous avez le canal de Suez, la mer Rouge, et vous arrivez à Bab el-Mandeb. Et là, toute l'Afrique de ce côté-là, eh ben, elle est en guerre. Et cela, je le dis depuis 5 ans. Attention, l'Afrique de l'Est va être touchée par la déstabilisation également. Donc, ce que nous avons aujourd'hui, c'est que la France se cache derrière elle des lobbies occidentaux qui ont toujours profité de l'Afrique, et ces mêmes lobbies que nous retrouvons aujourd'hui avec leurs médias mensonges, leurs médias propagandistes, et puis avec aussi leurs mercenaires. Il y a la présence des Émirats arabes, un État insignifiant, 750 000 habitants, et les Émirats arabes, ça fait 1,5 fois Bamako. Comment se fait-il qu'on ramène cet État-là pour travailler avec, sachant que de la Somalie jusqu'en Libye, les Émirats arabes sont impliqués dans le sang des Africains. Et les Émirats arabes, eh ben, c'est le premier allié de la France, par exemple, ça aussi. Donc, il faut aussi que nos chefs d'État comprennent tout ça. Ce qui est malheureux, c'est que en Afrique, et toute l'Afrique, il n'y a pas un centre d'études pour se projeter dans l'avenir, pour avoir une visibilité sur ce qui va se passer. On avance du jour le jour, Alors, et pour ne pas qu'on dise quoi que ce soit. Linda Labawi, vous abordez
Vous abordez là déjà un aspect sur lequel on va certainement revenir tout à l'heure, c'est l'aspect justement de la réponse hein, que devraient réserver les chefs d'État, les États africains à cette attitude de la France qui est entre autres dénoncée par les services secrets russes, mais aussi par beaucoup de présidents africains. Je voudrais revenir vers vous, Général Issa Diawara, avec peut-être cette question qui était adressée tout à l'heure à Linda Larbaoui, notamment le cas du Niger dans lequel le président Tiani a directement mis en cause la France, quand on sait que jusqu'ici, la plupart des États, sinon tous, ont souvent indexé des forces extérieures, des puissances étrangères, sans toutefois mettre l'accent sur un seul État. Là, on est face au général Tiani qui clairement met directement en cause la France. Comment est-ce que l'on peut lire ces déclarations dans ce contexte? Et j'irai beaucoup plus loin pour permettre justement d'aborder la question directement. Linda Labaoui tout à l'heure expliquait ou alors aborder un aspect que justement on aimerait que l'on éclaircisse dans cette réflexion, au cours de cette réflexion. Y a-t-il un lien entre justement cette politique aujourd'hui d'Emmanuel Macron qui est dénoncée, de la France qui est dénoncée, et celle des États-Unis qui adoptent pratiquement la même attitude concernant des territoires qui aujourd'hui échappaient clairement à son contrôle? Ok, merci beaucoup. Vous savez, je pense que c'est bien qu'on reste sur le sujet. Vous avez très bien fait de revenir sur le sujet. Parce que là, à la sœur Linda, cette question d'Iyad Gali, et puis cette question d'Iyad Gali, et puis la Libye, l'Algérie, c'est un autre débat. Ça, on peut faire une émission spéciale sur ça. Et je suis tellement ouvert à ce genre de discussion parce que Iyad Gali a été recruté, peut-être formé par les Libyens, mais Iyad Gali, où se trouve-t-il actuellement? Qui l'héberge? À qui il profite? Pourquoi les drones maliens été abattus pour sauver la tête de qui? Ça, c'est notre débat que pour le moment, peut-être on va épargner d'entrer dans ça. Et ensuite, cette question des Émirats arabes unis, qui doit être au Mali ou pas? Il y a des ambassades peut-être à Alger, peut-être qui ça ne plaît pas beaucoup au Mali. Ce n'est pas à Alger de dire avec qui le Mali doit être partenaire ou pas. Ce n'est pas au Mali de dire avec qui Alger doit être partenaire ou pas. Je pense qu'on doit faire économie de ces questions. Et même la position américaine, qui d'ailleurs, les États-Unis ont envoyé leurs émissaires déjà dans les pays de l'Est et aujourd'hui, leur émissaire spécial doit venir encore rencontrer les autorités ici présentes. Nous connaissons leurs implications. Nous savons que ce sont les pères de l'impérialisme. Donc ça, ce n'est caché de personne. Et le rôle des États-Unis, si les sujets, on pouvait recentrer ça sur les États-Unis, c'est d'ailleurs bien parce que ce sont eux qui sont les cerveaux de tout ça. Il n'y a pas longtemps, ils ont fait enlever d'ailleurs le président Nicolas Maduro. Si c'est une question d'élection, lui, il a été élu et puis nous savons ce qui s'est passé contre l'Iran. Donc, nous savons beaucoup de choses dans ce domaine. Mais pour revenir, rester sur la question, dans le cadre de l'émission, rester uniquement sur le sujet. Et quand vous dites pourquoi le général Abdourahmane Tiani pointe du doigt, ce n'est pas la première fois qu'il parle d'Emmanuel Macron. Souvenez-vous de cette expression, ce petit stupide d'Emmanuel Macron. C'est le général Abdourahmane Tiani qui l'avait dit. Ce n'est pas la première fois qu'il parle d'Emmanuel Macron, mais peut-être c'est une première fois, et ce n'est pas la première fois qu'il parle aussi de Patrice Talon, mais c'est une première fois qu'il indexe directement les trois ensemble. Emmanuel Macron, Patrice Talon, je dis bien Patrice Talon, et Alassane Draman Ouattara. Et nous avons vu que cela a fait un peu beaucoup de bruit du côté d'Abidjan. J'ai dit, mais tiens, dis donc, Ouattara, c'est ce président qui avait déclaré la guerre au Niger. Il avait même avancé l'effectif qu'il devait envoyer contre le Niger. Donc ça, c'était inadmissible. Donc aujourd'hui, c'est juste le retour du bâton. Et surtout, que Ouattara n'oublie pas, il est le premier à déclarer la guerre au Niger. Ce n'était pas pour aller donner des fleurs aux Nigériens. Justement, lorsque vous évoquez le Bénin, Patrice Talon et Alassane Draman Ouattara, il y a justement eu des démentis officiels de la part notamment de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des démentis. Ils affirment ne pas être impliqués, hein, en tout cas dans les derniers événements au Niger. Mais où avez-vous vu M. Alassane Draman Ouattara accepter son implication? N'oubliez pas déjà, c'est un monsieur qui, depuis au décès du président Félix Houphouët-Boigny, d'abord, la façon même il est devenu ivoirien, c'est très controversé. Ensuite, M. Alassane Draman, qui était d'ailleurs vice-gouverneur de la BCAO en tant que citoyen voltaïque, ça ce n'est pas à démentir.
Il est parti étudier aux États-Unis en tant que citoyen voltaïque, c'est-à-dire burkinabé actuel. Ce n'est pas à démentir. Mais maintenant, comment est-ce qu'il est devenu ivoirien? Ça reste un autre débat. Monsieur Alassane Draman Ouattara, qui, à la mort du président Félix Houphouët-Boigny, il avait tout fait pour prendre le pouvoir, raviver le pouvoir au président de l'Assemblée à l'époque, Henri Konan Bédié. Et regardez, revenez un peu sur le film du coup d'État contre le président Henri Konan Bédié. Avez-vous vu une seule fois M. Alassane Draman Ouattara avouer quelque chose? Comment est-ce que le président Robert Gueye a été éliminé par la suite? Comment est-ce que cette guerre a été déclenchée à partir de chez Blaise Compaoré? Qui c'est Blaise Compaoré actuellement se trouve où? Il est conseiller de M. Alassane Draman Ouattara. Il est chez lui à Abidjan. Donc, est-ce que vous avez vu M. Alassane Draman Ouattara avouer quelque chose? Qui a permis à Ouattara d'être candidat à la présidentielle? C'est le président Laurent Gbagbo. Quel a été son sort? Il a été déporté à la CPI. C'est une déportation. Vous l'avez vu une fois même en parler publiquement? La réponse évidemment c'est non. Mais c'est Alassane Draman Ouattara qui disait briguer un troisième mandat parce que selon lui, dans son cas, il n'y avait pas de candidat parmi tous ces millions d'Ivoiriens. Il a un troisième mandat, maintenant il a un quatrième mandat. Et cette fois-ci, c'est quoi l'argument avancé? Avez-vous vu une seule fois M. Alassane Draman Ouattara même avouer qu'il y a, que c'est bel et bien l'armée française qui a délogé le président Laurent Gbagbo pour que lui soit au palais présidentiel? Non, il est coutumier de cela. Ce n'est pas une première fois. Je n'ai jamais vu. Aucun analyste politique vous dira que M. Alassane Draman Ouattara a une fois avoué sa forfaiture, malgré les preuves accablantes. Et quand le président du Niger l'a dit, c'est le président du Niger qui en a parlé publiquement. Il s'agit d'un président. C'est Ouattara qui peut lui répondre. Nous avons vu peut-être leur diplomatie ou autre essayer de répondre. D'accord, on comprend. Si peut-être, mais M. Alassane Draman, quand il s'agissait d'attaquer le Niger, c'est lui qui s'était prononcé à la télé. Ça, au moins, on a les images, on a la vidéo. Et je pense que votre média doit prendre soin de diffuser cette déclaration de M. Alassane Draman Ouattara. Il disait vouloir aller agresser le Niger. Et à l'époque, rendez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? C'était injuste. Et quand le Mali, on avait dit 7 mois d'agression économique, c'était injuste. La Cour de justice de l'UEMOA l'autre jour a donné raison au Mali, que la BCEAO n'avait pas raison de geler les fonds du Mali, d'imposer ces sanctions contre le Mali. Avez-vous vu M. Alassane Draman Ouattara revenir en arrière? M. Alassane Draman Ouattara, c'est président qui s'assoit à la télé pour dire que le franc CFA c'est bon. Or, vous trouvez des dirigeants européens tels les Matteo Salvini, des dirigeants européens comme les Di Matteo, notamment cet ancien vice-premier ministre d'Italie, Di Matteo, qui dit que le franc CFA est à l'origine de la misère de l'Afrique et c'est à cause du franc CFA que des Africains sont en train d'immigrer massivement en Europe. Vous avez vu M. Alassane Draman Ouattara revenir sur ce qu'il avait dit? Non. Donc, nulle part, ce monsieur a déjà avoué, mais seulement il est rattrapé par des déclarations de guerre au Niger. Il n'y a pas deux présidents qui l'ont fait publiquement. C'est lui qui l'a fait et il avait déjà dit comment soutenir l'opération sur un délai de 3 mois, qu'il avait déjà donné consigne à son ministre de l'économie que la troupe était déjà préparée. Il a déclaré la guerre au Niger. Et si aujourd'hui le président du Niger dit attention, cette attaque porte la marque de M. Alassane Draman Ouattara. Mais on n'a pas écouté M. Alassane Draman Ouattara. Nous avons seulement écouté sa vidéo, sa déclaration de guerre contre le Niger. C'est tout. Merci. Aujourd'hui, comme certains, hein, que justement ces planifications, ces démarches de la France qui sont justement mises en lumière par les services secrets russes font partie d'un plan global parce que il ne faut pas l'oublier. Beaucoup d'analystes présentent la France comme étant le bras des États-Unis et notamment de Donald Trump. Ou si vous voulez, certains utilisent d'ailleurs l'expression l'esclave de salon de Donald Trump. C'est une expression que certains utilisent notamment pour désigner la relation qui existe entre la France et les États-Unis. Pensez-vous aujourd'hui que cette attitude de la France, cette démarche de la France pourrait rentrer dans un plan global justement du clan occidental pour reprendre le contrôle de certaines parties du monde qu'ils avaient déjà justement perdu en termes d'influence?
Alissa Diawara, vous m'entendez? Ah oui, je vous reçois. Bon, pour répondre à cette question, vous savez, il faudrait revoir aussi, pour analyser ça, il faudrait prendre les implications aujourd'hui de ce qui se passe même à l'intérieur de l'OTAN. Oui, Emmanuel Macron, la France a toujours été un État intermédiaire. Ouattara dont vous parlez être peut-être bras armé de Donald Trump. C'est pas comme ça comme moi je vois M. Alassane Draman Ouattara. M. Alassane Draman Ouattara, moi je le vois comme quelqu'un qui est prêt à tout pour rester au pouvoir. Pour le pouvoir, le conserver, être prêt à tout pour le pouvoir. Regardez quel est le poste actuel de son jeune frère qu'on appelle Tene Birama Ouattara. C'est le vice-premier ministre. Qu'est-ce qu'on prépare? Ouattara, c'est une autre dynastie qui veut rester éternellement à la tête de la Côte d'Ivoire, mais pour les intérêts. Pour rester à la tête de la Côte d'Ivoire, il faut se comporter comme Félix Houphouët-Boigny. Ne voyez pas que Félix Houphouët-Boigny, lui-même qui était un agent de la DGC, il a été recruté dans la DGC à travers son oncle, on appelait Kwassingo, lui-même a été presque éliminé physiquement par les populations ivoiriennes, parce que c'est lui qui dénonçait, c'est-à-dire c'est lui qui dénonçait la récolte vraie et des populations ivoiriennes à la France à l'époque, au gouverneur français, disait que non, telle voici sa récolte vraie. Et parce qu'il y avait les tâches qu'il fallait prélever sur les récoltes, même chose que leurs théories sont en train de faire actuellement. Monsieur Alassane Draman Ouattara, peu importe, s'il sait que son pouvoir ne peut tenir que s'il est ami des Chinois, il va s'accrocher aux Chinois. Monsieur Alassane Draman Ouattara, mais regardez qui l'a amené au pouvoir. Qui s'est d'abord battu pour qu'il soit président? C'est Jacques Chirac. Donc Jacques Chirac a tout fait pour enlever le président Laurent Gbagbo. Et après Jacques Chirac, qui va bombarder l'armée ivoirienne pour que M. Alassane Draman Ouattara soit au pouvoir? C'est bien sûr Nicolas Sarkozy. Et c'est Nicolas Sarkozy où se trouve-t-il aujourd'hui? Nicolas Sarkozy part. Regardez la photo de M. Alassane Draman Ouattara et François Hollande. Combien de fois il a été chez François Hollande? C'est comme s'il n'a jamais connu Sarkozy. Et après François Hollande, regardez aujourd'hui combien de fois il ne peut pas faire 3 mois sans aller chez M. Emmanuel Macron. Donc M. Alassane Draman Ouattara, c'est quelqu'un qui dirige, qui fait diriger la Côte d'Ivoire par procuration par la France, c'est tout. Donc lui, il est là, il est prêt à tout, y compris bazarder le pétrole. Ivoirien, comme l'a dit l'autre là, le ministre Domelo, qui était candidat à la présidentielle, la Côte d'Ivoire n'a que 15%, les entreprises étrangères ont 85%, et puis c'est une concession. Ils ont donné ça à ces entreprises. Prenez ça pendant tel nombre d'années. Donc M. Alassane Draman Ouattara, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour garder le pouvoir. Il a tout fait pour accéder au pouvoir. Aujourd'hui, il est prêt à tout pour conserver le pouvoir. S'il peut faire les affaires de Donald Trump, pourvu que Trump l'épargne, Trump fasse tout pour qu'il reste au pouvoir, mais il ne va pas hésiter. Les relations entre M. Alassane Draman Ouattara, ce n'est pas avec le président français en tant que tel, c'est pourquoi je les ai cités, mais c'est avec l'état profond de la France. C'est pourquoi il était avec l'état profond au temps de Jacques Chirac, au temps de Sarkozy, au temps de François Hollande, au temps d'Emmanuel Macron, même s'il y a un autre président qui venait après Emmanuel Macron, même un fervent opposé à Emmanuel Macron, M. Alassane Draman Ouattara aura de bons rapports avec lui, parce que M. Alassane Draman Ouattara répond aux intérêts de l'État français et non spécifiquement aux intérêts d'un président français. Il est ce bras financier de la France en Afrique. Souvenez-vous de comment a été le président Omar Bongo qui finançait même certains politiciens français, ces gens qui financent même certaines campagnes. Mais qui vous dit que ce n'est pas M. Alassane Draman Ouattara qui participe au financement des opérations terror contre les pays de l'Est? N'oubliez pas des révélations derrière Damimba. Beaucoup de tentatives de coup d'État déjouées, des malades d'argent qui seraient venus d'où? D'Abidjan. Donc ce n'est caché de personne. Tous ceux qui veulent déstabiliser aujourd'hui les pouvoirs en place au Mali ou dans d'autres pays de l'AES, mais où se trouve leur cerveau? Où sont-ils réfugiés? Chez M. Alassane Draman Ouattara. C'est à partir de chez lui que quelqu'un s'était autoproclamé président de la République du Mali. Donc ne cherchez pas loin. Lui, c'est quelqu'un qui veut juste tirer son épingle des jeux. Maintenant, s'il répond à une stratégie de l'Occident global, est-ce que l'Occident global aujourd'hui parle d'une même voix? Oui, à certains endroits. Il continue de parler d'une même voix. Il y a l'OTAN qui existe toujours. Il y a l'Union européenne qui existe toujours, qui a les mêmes articles que l'article 5 de l'OTAN, des pays qui peuvent se défendre ensemble. D'accord, tout ça, ça existe. Mais derrière, même au sein de l'Union européenne, la position de la Hongrie, de Slovaquie et d'autres pays européens, pour le moment, ils sont tous d'accord qu'il faut continuer à piller l'Afrique. Ils sont tous d'accord qu'il faut continuer à faire de tels crimes en Afrique.
Mais jusque quand peut-être ils seront d'accord. Et par rapport à l'OTAN, combien de dirigeants européens aujourd'hui se voient beaucoup plus pro-Trump et contre d'autres certains qui se voient anti-Donald Trump? Il y a tous ces différends qu'il faudrait régler. Mais ça reste pour le moment indifférent à l'état embryonnaire entre et membres de l'OTAN, bloc de l'Occident. Pour le moment, ils ne sont pas opposés à continuer d'agresser l'Afrique. Mais est-ce que cela va perdurer? Il faudrait prendre aussi en compte la balance des relations personnelles entre le président Poutine, le président Donald Trump, Trump et le président Xi Jinping. Il faudrait prendre certaines relations personnelles aussi en compte, même si à présent en Occident, les intérêts de l'État profond priment. C'est pourquoi nous voyons Donald Trump qui a fait campagne avec MAGA pour finir les guerres dans le monde. Il est contre les guerres, c'est ce qu'il avait dit. Mais aujourd'hui, il se retrouve à vouloir faire la guerre au Panama. Il a pris ça, il a donné ça à BlackRock. Il s'est retrouvé à vouloir faire la guerre au Venezuela. Éviter la guerre, finalement, la formule qu'il a trouvée, c'est négocier avec certains Vénézuéliens, prendre peut-être le président Nicolas Maduro, l'amener pour épargner une guerre peut-être durable au Venezuela. Mais jusqu'au cas, pour essayer d'épargner une guerre sur le long terme, on l'a vu effectuer des bombardements un peu symboliques sur les sites nucléaires de l'Iran, qui en réalité, lesquels bombardements n'ont pas détruit les capacités d'enrichissement iranium du nucléaire iranien. Mais il a fait pour se justifier auprès des maîtres qu'il a fait quelque chose et que ça suffisait. De Donald Trump aujourd'hui, il faudrait voir aussi sa position par rapport au reste du bloc lui-même, qui se retrouve aussi esclave d'un système qui le dépasse. D'accord, merci à vous, Général Issa Diawara. C'est en tout cas sur cette analyse des implications globales de cette possible ingérence de l'État français, alors de cette possible planification de l'élimination physique des dirigeants africains que nous allons mettre un terme à cet échange, à cette réflexion. Merci à vous, Général Issa Diawara, d'avoir pris part à cette réflexion. Merci également à Linda Larbaoui qui a été avec nous tout au cours de cette réflexion. Vous êtes tous analystes politiques. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, d'avoir suivi. À très bientôt, à demain pour une autre édition. Bonsoir.